Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Alors, je suis avec Lisa Kamen-Herzig. Bonjour à tous. Alors, comment est-ce qu'on te présente, Lisa? Je suis maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Depuis une vingtaine d'années, après avoir fait un parcours dans les entreprises privées, enfin dans des entreprises privées, notamment dans le conseil en recrutement et dans la communication. Voilà. Je suis devenue enseignante en 2004. Voilà, donc ça va faire 20 ans que j'enseigne plutôt à des CM1, CM2. Et alors, tu es l'auteur de La Grande Garderie, dont on va parler un petit peu, dans lequel tu racontes, comment on va dire, tes mésaventures avec l'éducation nationale, en quelque sorte. Oui, alors, Dieu merci, il n'y a pas que des mésaventures, mais oui, je suis assez critique sur le système en place actuellement et j'ai eu l'occasion, oui, voilà, en 20 ans de métier, de constater maintes dérives de l'éducation nationale. Alors, qu'est-ce qu'une dérive de l'éducation nationale? Disons que le titre du livre, par exemple, La Grande Garderie, je constate qu'en fait, aujourd'hui, les élèves sont à l'école pour d'autres raisons que l'instruction. Alors, souvent, c'est quand même parce que les parents travaillent et qu'ils n'ont pas tellement envie de s'occuper de leurs enfants, ce que je peux comprendre, je travaille moi-même et je mets mes enfants à l'école. Ils ne sont pas forcément très soucieux de ce qu'on leur apprend, et s'ils mettaient leur nez dans les programmes et dans la façon dont ils sont délivrés à leurs enfants, ils constateraient sans doute qu'à l'école, effectivement, on se cantonne souvent à surveiller les élèves, à leur délivrer des enseignements très idéologiques, et non à les instruire finalement de ce qui pourrait leur servir ensuite dans la vie. Je pense évidemment à la lecture, à l'écriture, au calcul, aux bases de la géographie, de l'histoire, etc. Alors quand tu parles d'un enseignement idéologique, à quoi est-ce que tu fais référence? En ce moment, on est en pleine polémique autour du wokisme, etc., de l'exposition prématurée à la sexualité chez les jeunes. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence? Alors, l'une des obsessions des ministres successifs depuis quelques années, c'est l'éducation sexuelle. On en parle encore là, je crois ce matin ou hier, il y avait encore des articles dans différents magazines et journaux qui parlaient d'associations qui militent pour qu'il y ait plus d'enseignement d'éducation sexuelle à l'école. Alors évidemment, on appelle ça l'éducation affective pour faire passer la pilule auprès des parents, notamment parce qu'il y a quand même un certain nombre de parents qui sont très contrariés par cette histoire, qui n'ont pas forcément envie que leurs enfants, en très bas âge, puisque maintenant l'éducation sexuelle c'est à partir du CP, soient éduqués sexuellement par l'école. Alors, on est bien d'accord que s'il s'agit d'expliquer à une jeune femme de 14 ans comment ne pas tomber enceinte, ça peut se faire au collège ou au lycée. Moi, ce qui était mon cas à l'époque, autant que je m'en souvienne, on avait quelques heures de basique pour être sûr que les ados aient au moins les bases minimum si leurs parents leur avaient fait l'impasse complètement dessus. En fait, c'était le rôle et la mission du planning familial autrefois, qui était un organisme qui était là pour accompagner les gens dans la maternité, la parentalité. Les missions du planning familial aujourd'hui ont été complètement dévoyées. D'ailleurs, l'année dernière, je crois que c'est le planning familial qui avait une affiche en expliquant que les hommes aussi pouvaient être enceints. C'est même plus quelque chose qu'on dit à l'occasion d'une conversation avec quelqu'un qui voudrait changer de sexe. C'est quelque chose qu'on affiche sur les murs du planning familial. C'est vraiment ça leur mission aujourd'hui. Alors le problème, c'est que l'éducation sexuelle à l'école, les enseignants ne se sentent pas très à l'aise pour le faire, en tout cas pas avec les tout petits, et confient cette mission, l'institution confie cette mission à des associations qui sont référencées par l'éducation nationale et qui sont souvent les chevaux de Troie d'autres lobbies, alors des lobbies LGBT, la théorie du genre, etc. On avait déjà parlé d'Alfred Kinsey, l'Institut Tavistock et de tout ça dans des vidéos précédentes. Donc ce sont a priori les mêmes organismes qui financent tout ça. On emmène des enfants assez jeunes, des enfants du début du collège, voir des expositions dans des médiathèques où on leur explique. Alors, le titre de l'exposition est évidemment très marketé, donc on parle d'égalité garçon-fille. Ça c'est vraiment le faux nez de l'éducation à la théorie du genre. Mais derrière, quand on regarde un peu ce qui se passe dans l'exposition, on leur montre des femmes avec des torses poilus. Alors il y a une partie de l'exposition qui est consacrée à Clito mon amour. Clito mon amour, quand on a 12 ans ou 11 ans, on ne sait pas ce qu'est le clitoris, je pense que c'est un petit peu violent pour les enfants. On leur explique dans tout un texte, bien écrit d'ailleurs par des scientifiques, que leur identité sexuelle n'est pas leur identité de genre, en tout cas pas forcément. Que quand même il serait bien qu'ils se questionnent un petit peu sur tout ça. Est-ce que ce serait pas la société qui leur aurait imposé un genre alors que finalement ils en auraient un autre? Enfin, on les incite à se questionner sur des choses sur lesquelles, à mon avis, un élève de 11-12 ans n'a pas forcément envie de se questionner. Et puis tout ce temps consacré à l'éducation sexuelle n'est pas consacré à l'apprentissage de la littérature ou de l'histoire, forcément.
c'est quand même une journée d'école, c'est minuté. Quand on passe 3 heures à la médiathèque pour regarder ce genre d'exposition, on passe pas 3 heures à lire Flaubert en passant. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, autant que je m'en souvienne, justement, on commence à avoir des retours sur cette exposition précoce à ces idées, puisque le nombre d'ados qui se définissent comme étant, je sais pas comment dire, mais enfin en tout cas en questionnement ou en tout cas gender fluide ou je sais pas quoi, etc., a littéralement explosé. Et ça, c'est quelque chose qui est quantifiable psychosociologiquement parlant. Oui, il y a eu un manifeste, je crois, des psychiatres ou des psychologues, enfin 2 psychiatres ou 2 psychologues dans un magazine, évidemment le nom m'échappe aujourd'hui, mais je sais pas si c'est pas le Figaro ou le Point, dans un article dans lequel ils alertaient aussi bien les parents que les pouvoirs publics sur la recrudescence des demandes de conversion de genre. Il y a des pays comme la Suède ou les États-Unis qui interdisent maintenant, en dessous d'un certain âge, de venir consulter pour ce genre de choses, parce qu'on se rend compte que ça provoque chez les enfants des questionnements qu'ils ne devraient pas avoir à cet âge-là, en tout cas pas en si grand nombre, et que finalement, alors il y a des gens maintenant qui témoignent de leur repentir d'avoir fait ça, de s'être questionné au point de commencer des thérapies de conversion, etc. Et qui disent j'étais trop jeune pour savoir, je me sentais fille alors que je suis garçon, mais finalement je suis quand même un garçon. Et comment revenir en arrière, une fois qu'on a été opéré, qu'on a subi des thérapies hormonales, etc. Comment revenir en arrière? Et ces gens-là disent qu'ils sont muselés par les associations LGBT parce que ils disent une autre vérité que celle pour laquelle ils militent. Je ne dis pas que la transsexualité n'existe pas. C'est l'aspect massif, en fait, qu'on est en train de questionner. Oui, et c'est la sollicitation permanente des petits-enfants sur des questions sexuelles qui me dérange. Et surtout à l'école, ça n'est pas le lieu. Le lieu de l'école, c'est un lieu d'instruction, c'est pas un lieu dans lequel on vous amène normalement à vous questionner sur votre identité sexuelle. Alors justement, il y a une petite quinzaine d'années, on avait redéfini, le gouvernement avait redéfini le rôle de l'école, justement, sur des nuances très fines où le vulgum pecum se rend pas forcément compte de ce que ça implique, mais la différence entre éduquer, instruire, préparer au monde du travail, est-ce que tu peux nous faire très régulièrement, tous les gouvernements successifs se mettent en tête de repenser tout le système. Alors c'est bien le problème en fait, c'est qu'à chaque fois les réformes viennent d'en haut, sont initiées par des gouvernements. En général, quand il y a un nouveau ministre, ils constatent l'échec de l'éducation nationale, ils constatent comme tous les autres que un quart des gamins ne savent pas lire en arrivant en 6e, que un 5e des jeunes gens aux Journées de la Défense ne comprennent pas un article du journal. Je parle d'un article de la PQR, je parle pas d'un article scientifique. Donc ils sont tous d'accord sur le constat. Et donc ils se disent on va tout changer, on va tout réformer, on va tout recommencer, on va faire plus d'instruction, moins d'éducation, on va revenir sur les fondamentaux, etc. Mais finalement, alors il y a 2 choses, c'est que être ministre de l'Éducation nationale, à mon avis, c'est d'abord constater une grande impuissance, parce qu'on a face à soi des syndicats qui sont très puissants, on a face à soi une administration qui est pléthorique, et on a face à soi des fonctionnaires qui sont évidemment, il y a un grand nombre de mes collègues qui font très bien leur travail, mais il y a aussi quand même un certain nombre d'enseignants qui sont là un peu en attendant que ça se passe, que la retraite arrive. Il y a une inertie de système. Et comme il n'y a pas de concurrence entre les écoles, entre les professeurs, etc., ça incite un petit peu à s'endormir, à se reposer sur ses lauriers. Et finalement, constatant cet échec massif de l'éducation nationale, on est quand même aujourd'hui dans les classements PISA, Teams, etc. On est quand même régulièrement dans... Oui, on est vraiment dans les queues de peloton. Ça s'aggrave en plus, ces derniers temps, j'ai vu ça. Jusqu'à il y a quelques années, on tirait encore notre épingle du jeu en mathématiques. Là, même en mathématiques et en sciences, on est vraiment au fond du fond, dernier des autres. On a des médailles Fields. On a des médailles Fields. Ah oui, non, mais ça, alors. Sur le top, ça va. Mais bon. Il reste des endroits, il reste des lycées, des prépas, etc. Voilà. Le problème, c'est que c'est réservé à une élite, et c'est bien le problème, c'est que ce système archi-centralisé, avec une carte scolaire, avec des fonctionnaires, etc.,
pénalise finalement les gens modestes. Évidemment, hein, si on a les moyens de s'offrir une grande école privée, des répétiteurs, des petits cours à domicile, des précepteurs, ben on s'en sort. Mais finalement, qui paye l'addition? Ce sont toujours les gens qui n'ont pas les moyens, les gens modestes. Mais alors, quand tu me dis ça, je troll un petit peu, mais cette fameuse phrase qui dit que le réel est de droite, est-ce que quelque part, c'est pas ça que tu nous dis, que quelque part, avec quelqu'un qui a un quotient intellectuel de 65, t'as beau essayer de faire un système extraordinaire, on fait pas d'un âne un cheval de course. Et est-ce que c'est pas quelque part un constat d'échec, malgré justement des changements de formule encore et encore et encore? Est-ce que quelque part, c'est pas un feedback du réel que justement le gouvernement ne veut pas prendre ou ne peut pas se permettre de prendre pour des raisons politiques? Là, tu évoques un autre sujet, parce oui. que l'échec massif de l'éducation nationale, on parle de l'échec d'élèves qui n'ont pas 65 de QI. Voilà, okay. On parle de l'échec d'élèves qui sont complètement normaux. Très bien. Et que l'on arrive à dégoûter des études et à dégoûter de l'apprentissage en général, parce que dans cette histoire, on oublie qu'il y a un certain nombre d'enfants qui deviennent ensuite des jeunes gens qui seraient parfaitement heureux à apprendre autre chose que, je sais pas quoi, la sociologie ou la psychologie, faire des études supérieures, qui seraient très heureux à partir de 14, 15, 16 ans d'aller faire un apprentissage pour apprendre un métier. Il y a de nombreux pays où on n'en voit pas 80% des élèves passer leur bac en espérant qu'il y ait 95% de réussite. En France, on idéalise les études supérieures, on considère que c'est un échec quand on ne fait pas d'études. Je vois bien que les parents se cachent un peu quand je prends des nouvelles de mes anciens élèves et que l'un d'eux fait un CAP de pâtisserie ou est chez les compagnons pour apprendre la ferronnerie. On se cache un peu de me le dire, bah, il ne fait pas d'études supérieures, vous savez, lui, il a toujours aimé manipuler, vous savez comment il était un peu hyperactif. Finalement, c'est considéré comme une tare d'être doué de ses mains et de travailler de ses mains. Il y a des tas de pays où c'est pas le cas. Donc là, je parle pas de l'échec d'élèves qui, de toute façon, ont du mal parce qu'intellectuellement, ils ont des difficultés ou parce qu'ils ont parfois un handicap avéré. J'anticipais la critique de personnes de droite dures qui pourraient dire « Eh ben voilà », etc. C'était plus de ça. Alors, moi, on m'a cataloguée à droite parce que je ne suis pas de gauche. Alors, ça, c'est sûr que je ne suis pas de gauche. Mais, de fait, on me range à droite parce que je ne suis pas de gauche. Moi, j'ai deux hémisphères. Je considère qu'il est important d'instruire tout le monde parce qu'un pays ne peut pas vouloir la démocratie, la liberté, la responsabilité des gens et ne pas les instruire. Donc, je pense que je suis quand même attachée à une certaine forme d'égalité devant l'instruction. Je pense qu'il faut instruire tout le monde et qu'il faut donner, et qu'il doit y avoir un socle commun de connaissances, un patrimoine qu'on donne à ses enfants, un héritage qu'on leur doit. Donc devant ça, je pense qu'il faut une grande égalité. Je ne sais pas si on peut me ranger à droite, donc qu'on ne me range pas à gauche, ça m'arrange. Mais et je pense qu'effectivement, il y a une histoire d'idéologie contre le réel là-dedans. Alors on y revient. On parlait d'idéologie tout à l'heure, on a vaguement fait un mini-détour par le wokisme, mais j'entends bien que tu parles d'autre chose aussi quand tu parles il y a plein d'idéologies. En fait, on a extirpé violemment la religion chrétienne de l'éducation, de l'école, il y a une centaine d'années, avec la séparation de l'Église et de l'État. Ça s'est fait très violemment, c'est-à-dire que des gens qui instruisaient des enfants depuis des décennies se sont retrouvés sans travail, j'allais dire, c'était leur mission de prêtre, de sœur, etc. À tel point que ça a été problématique parce que ces gens-là étaient nombreux et il a fallu les remplacer très rapidement. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a eu un moment où on est allé repêcher ces religieux pour les faire travailler dans le lycée agricole. Parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants laïcs. Non, je savais pas. Voilà, donc la République a voulu se débarrasser de ces gens-là de manière unilatérale et comment dire, en une fois. Et finalement, on est allé les rechercher parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants. Mais on les a cantonnés dans l'enseignement agricole. Donc ça passait mieux, disons. Aujourd'hui, on a extirpé la religion de l'école, pour la plupart des écoles. Il reste en gros 20% des écoles qui sont catholiques aujourd'hui, ou d'autres religions, mais en gros 80% des écoles sont laïques. Mais finalement, pour laisser s'y installer d'autres religions, moi je pense à l'écologie qui est devenue l'écologisme à l'école, une obsession de faire participer les enfants au sauvetage de la planète. Je pense évidemment à l'égalité garçon-fille qui se transforme
en féminisme actif, en considérant qu'il faut absolument expliquer aux enfants qu'il y a des stéréotypes qui subsistent et qu'il faut lutter contre ces stéréotypes qui sont des soldats du stéréotype, enfin de l'anti-stéréotype, à tel point qu'on demande à des élèves de seconde ou première d'aller expliquer à des enfants de cinquième avec des catalogues de jouets que, attention, dans les catalogues de jouets, il y a encore des stéréotypes qui montrent des petites filles qui jouent à la poupée et des petits garçons qui jouent aux voitures. Je parle de cours en classe de lycéens qui vont voir des collégiens et qui leur font des cours sur les stéréotypes de genre dans les catalogues de jouets. Donc ça a lieu actuellement. Ça a lieu à l'école. Je l'ai découvert avec un article de Philippe Nemo qui décrivait cette séquence à laquelle il avait assisté. Parce que c'est pas seulement une séance, c'est toute une séquence. Hein. On explique d'abord aux lycéens qu'il faut eux-mêmes qu'ils détectent les stéréotypes de genre dans les catalogues. Ensuite, on leur demande d'expliquer comment ils expliqueraient ça à des petits-enfants. Ensuite, on les envoie dans une classe de 5e pour le faire réellement, etc. Ça prend des heures. Au passage, ça, c'est vraiment des techniques de manipulation connues et répertoriées en psychologie qui visent à faire introjecter des standards, parce que pour les enseigner, il faut les avoir introjectés à minima. Donc on est là-dessus, et on est même aussi sur une forme d'inversion qui est typique de la religion maçonnique, justement, parce qu'à un moment donné, le féminisme et l'écologie, on va quand même aller dans cette direction-là. C'est quand même des idées très très fortes soutenues en loge. En tout cas, je t'engage pas là-dessus. Moi, non, mais bon. Ok. En tout cas, moi, je parle en mon nom propre et pas en le tien. Mais dans le sens où sont des lycéens qui font cours à des cinquièmes. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des places. C'est ce que j'ai appelé la fabrique du petit collabo. C'est-à-dire que on sait très bien dans les pays où on fait, où on crée des armées d'enfants, que il faut d'abord que ces enfants tuent une fois. Une fois qu'ils ont tué, ils peuvent tuer toute leur vie. Et là, c'est pareil. On oblige un lycéen à aller une fois dans une classe de petits, leur faire la morale. Il y a des défis, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, ma petite planète scolaire, un truc comme ça, qui sont distribués en cours de français. Pareil, on prend la place d'un enseignement qui normalement est capital, dans lequel, ce sont des défis dans lesquels on demande aux élèves de faire la morale à leurs parents, à quelqu'un dans la rue qui jetterait une cigarette par terre, d'aller faire un câlin à un arbre, de prendre la position du yoga à la maison, de se prendre en photo. Tout ça doit se faire avec des preuves, c'est-à-dire que si on fait la morale à quelqu'un qui jette son mégot par terre dans la rue, il faut pouvoir filmer la personne, pouvoir expliquer comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, etc. C'est une démarche de collaboration. On demande aux élèves les plus âgés de collaborer dans la démarche des adultes pour aller faire la morale soit à d'autres adultes, soit à des élèves plus jeunes. On les implique. Un élève qui ne souhaiterait pas entrer là-dedans, qui dirait moi je suis objecteur de conscience, je ne veux pas m'engager dans cette milice qui va faire la morale à quelqu'un qui jette un mégot de cigarette par terre. Moi par exemple, je pense que enfin j'aurais refusé d'aller faire ça. Mais cette personne-là est livrée à la vindicte populaire. C'est un mauvais écologiste, c'est un mauvais citoyen. Enfin, par extension, quand on est un mauvais écolo, on est un mauvais citoyen, on est une mauvaise personne. Donc, on est vraiment sur l'usage des théories de l'engagement, de la dissonance cognitive, etc., pour faire s'imprimer précocement ce genre d'idées chez les enfants. Non que ce soit des mauvaises choses, que bon, protéger la planète, ok, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la réflexion, mais du conditionnement, en tout cas. Si c'était une démarche intellectuelle, raisonnée, je ne dis pas, mais là, c'est vraiment de l'enrôlement, de l'embrigadement. D'accord. Il y a d'autres idéologies auxquelles tu pensais à part celle-là, ou c'est vraiment ce qui te... L'antiracisme, la bienveillance. Oui, la bienveillance est une religion. Hein. Il n'y a plus de notes. On met des petites gommettes avec des petits bonhommes qui sourient pour dire si c'est plutôt réussi, et le petit bonhomme qui fait la tête quand c'est plutôt raté. D'ailleurs, au passage, même les enseignants ne sont plus notés. À ma dernière inspection, moi, j'attendais ma note avec impatience, en bon élève. Non, on m'expliquait qu'en fait je n'étais plus notée, ça s'appelle plus une inspection, ça s'appelle une visite conseil. Enfin, tout ça nage dans une bienveillance généralisée qui est artificielle, parce qu'au fond, on le sait aujourd'hui, l'école est un lieu archi-violent. Il y a des tas d'enfants qui sont harcelés, des enfants qui se scarifient, qui tombent dans la phobie scolaire, etc. Tout ça dans un environnement où on leur dit qu'on est bienveillant avec eux, on fait des hugs en arrivant le matin, des massages, des automassages, des massages mutuels,
On fait des massages Oui, mutuels à l'école maintenant. alors tapez bienveillance sur Google, bienveillance école. À quel âge on fait ça? Moi j'ai fait ça en école primaire, mais c'était des vidéos qui circulent sur internet avec des maîtresses qui disent mais tu devrais, pour te détendre, tu devrais te faire masser. Ah bah tiens, Louis, viens masser Caroline. Bon, c'est les vidéos qui circulent sur internet. Alors ça commence par une scène assez assez symptomatique d'une maîtresse qui dit à ses élèves quelle est aujourd'hui la couleur de tes émotions devant alors la porte de la classe. Alors moi la couleur de mes émotions aujourd'hui c'est bleu. Ah bon, pourquoi? Alors c'est une perte de temps parce qu'il y a 30 gamins qui arrivent, à chacun on demande la couleur de ses émotions, pourquoi, comment, etc. Ensuite, pour ceux qui ont une couleur d'émotion un petit peu négative, comment faire pour résoudre ce problème? Il y a toujours un enfant qui vient à l'école avec des problèmes, vient à l'école avec des problèmes de la maison. Hein. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ces enfants-là. Pour résoudre des problèmes d'émotions un peu négatives, etc. Il y a plein de choses. Il y a le fait de prendre le bâton de parole et d'écouter les uns les autres, etc. Et parmi cette panoplie, il y a le massage, mais ce sont des massages mutuels, c'est-à-dire que les enfants se massent entre eux. Mais est-ce que c'est pas une espèce d'éducation justement à l'intelligence émotionnelle justement, et que c'est, tu vois, enfin, parce que t'as l'air de dire que c'est j'entends l'argument qui dit que pendant ce temps-là, on fait pas du français ou de l'histoire. J'entends très bien. Oui, alors c'est quand même le lieu. Enfin, comment dire, on a 6 heures par jour avec des élèves de primaire, en gros, sur 4 jours dans la semaine. C'est pas énorme, hein. On a 24 ça dépend, entre 24 et 26 heures en classe avec les enfants. C'est très court. On a des programmes, normalement, on a des programmes à tenir. Ça me paraît court pour en plus s'amuser à faire de la psychologie et de l'intelligence émotionnelle. D'autre part, c'est fait par des gens qui ne sont pas des professionnels de la psychologie. Moi, je suis maîtresse d'école, je ne suis pas psychologue, donc je pense qu'on fait ça n'importe comment, avec des enfants qui parfois n'ont pas du tout envie d'aller raconter des choses intimes, ou qui n'ont pas du tout envie de participer à ce genre de cérémoniaux, que je vois moi un peu comme des rites sectaires. Je sais pas ça habitue à une forme de transparence par rapport au groupe, disons. C'est ça, il y a ça, il y a la transparence par rapport au groupe, il y a une espèce de rite chaque matin, on se présente de la même façon, quelle est la couleur. J'imagine l'enfant le matin qui part de la maison et qui se dit oh là là, mais aujourd'hui quelle est la couleur de mes émotions, parce que la maîtresse va me demander, elle me demande tous les matins tiens, mais aujourd'hui la couleur de tes émotions c'est gris. C'est le côté obligatoire en fait. C'est le côté obligatoire, et puis le côté fantaisiste. Moi je ne suis pas psychologue, mais il me semble qu'on peut très bien vivre sans jamais se demander quelle est la couleur de ses émotions. Et puis on n'est pas au confessionnal. Il me semble que l'école c'est justement, moi je pense que l'école c'est justement un lieu où on a le droit d'être différent de ce qu'on est à la maison. Et c'est pas un lieu où les adultes ont le droit d'aller chercher au fond de mon âme qui je suis. Et dont les gens qui sont des militants ou des tenants de ces théories de la bienveillance, il y en a qui parlent d'ouvrir l'âme des enfants, mais on va très très loin. Quand on ouvre l'âme de quelqu'un, c'est quelque chose d'éminemment intime, son âme. Donc on a affaire à des gens qui se prennent pour des psychologues, qui n'en sont pas en général, qui ont juste lu un livre, je sais pas quoi, calme et attentif comme une grenouille, je sais plus, il y a plein de petits livres comme ça qui s'adressent aux enseignants. Donc tout à coup les enseignants, je sais pas, qui sont pris d'une envie de faire de la psychologie à l'école, se sentent hyper compétents pour faire ce genre de choses. Je pense qu'ils le font mal. Si un enfant a un problème psychologique ou un mal-être récurrent, je pense qu'il faut qu'il consulte un psychologue en dehors de l'école, ou qu'il trouve un confident, je sais pas, dans sa famille, un ami. C'est pas à l'enseignant de susciter tous les matins un bilan psychologique de chaque élève, il me semble. Est-ce que je trahis ta pensée si je dis quelque part, tu prônes un retour à des fondamentaux qui sont en train de foutre le camp, et que justement cette tentative de moderniser, voire, j'ose le mot, d'humaniser l'école, non qu'il y a un problème avec le fait d'être humain avec un H majuscule, mais que à un moment donné, c'est pas n'importe qui le fait, pas n'importe où et pas n'importe comment. Je crois qu'on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on pense qu'on apprend, qu'on peut apprendre parce qu'on est heureux. Donc on essaye de créer les conditions du bonheur en pensant que ça permet ensuite l'apprentissage. Et moi je pense qu'on est heureux parce qu'on apprend. Donc il faut d'abord apprendre
Et en apprenant, on devient heureux, ça rend heureux d'apprendre, ça rend fier. On apprend, on rentre à la maison, on sait quelque chose, on peut bluffer ses parents, son grand frère, on sait faire des choses que les autres ne savent pas faire. La maîtresse a raconté une anecdote que personne ne connaît, une anecdote historique ou quelque chose en géographie que personne ne sait. Le savoir, ça rend heureux. C'est pas le fait d'être heureux qui permet d'apprendre. Alors évidemment, je sais bien qu'un enfant qui est frappé, ou un enfant qui est harcelé, ou un enfant qui a faim, ou qui a peur, ou qui a soif, ne peut pas apprendre. Mais là, je parle pas de cas extrêmes. Dans ces cas-là, évidemment, il faut prendre en charge la souffrance psychologique de l'enfant. Il n'y a pas dans une classe de 30 élèves en souffrance psychologique. Oui, c'est 30 ça. enfants qui ont envie d'apprendre. Parce que moi, je devine des auditeurs qui vont dire non, mais si, justement, un cerveau qui est pas heureux ne peut pas apprendre parce qu'il est stressé. Mais là, t'es pas en train de parler de ça. T'es en train simplement de revenir à une espèce de fondamental qu'on est en train de perdre, en fait, tout simplement. Je mets bien les nuances pour être sûr qu'on entende bien et que tu finisses pas avec des commentaires de machin. Normalement, c'est bon, mes followers sont adorables, mais et tout à fait. De toute façon, je peux témoigner du fait que mes anciens élèves sont, pour un grand nombre d'entre eux, devenus des amis. Ils ont aujourd'hui, les premiers ont aujourd'hui 25 ans, presque 30 ans. Et que j'ai jamais traumatisé aucun élève en ne faisant pas attention à sa souffrance. Je suis pas en train de dire que je suis indifférente à la personnalité des gens ou à leurs problèmes. Je dis juste que ça doit pas devenir c'est pas ça le système, c'est pas ça l'apprentissage, et ça peut très vite être très invasif, je crois. Pour beaucoup d'enfants, ça l'est, et ils vont à l'école en se disant qu'on va encore les cuisiner. Il y a un mot qui me vient, moi, quand je t'écoute parler de tout ça, c'est le mot d'incestuel. Tu vois, de cette espèce de... c'est-à-dire que les enfants sont dans un panoptique. Il faut savoir aussi que se sont mis en place un grand nombre de moyens informatiques pour que les parents discutent avec les enseignants, qui discutent avec le directeur, qui discutent avec les services sociaux, qui discutent avec la MDPH, qui est le service qui s'occupe des enfants avec des handicaps, etc. Tout ça fait qu'on a des dossiers sur les enfants qui passent d'une personne à l'autre, etc. Et encore une fois, moi je pense que l'école c'est un endroit comme je sais pas quoi, le tennis ou le poney, ça doit être un endroit où on a aussi le droit d'être différent de ce qu'on est à la maison, et un endroit où chaque année, voire chaque jour, on a le droit de tout recommencer, on a le droit d'être une autre personne que celle qu'on était hier. Et ce système panoptique fait que voilà, les enfants sont ce qui se passe à la maison, finalement je suis au courant, les parents savent ce qui se passe à l'école, l'assistante sociale sait ce qui se passe partout. Je sais pas si c'est pas il y a un système totalitaire là-dedans. Mais c'est ça, moi ce que j'entends, c'est effectivement, et je trouve ton emploi de la notion de panoptique très juste, c'est qu'on est en train de poser les jalons et les bases d'une future société de contrôle à la chinoise, et où on habitue les enfants à l'idéologie dominante et surtout au fait d'être contrôlé, surveillé jusque dans son intimité la plus profonde. Il y a au Mans, il y a une expérience qui a été menée, je sais pas si elle a été poursuivie, l'année dernière ou il y a 2 ans, avec des montres connectées qui étaient données par les écoles aux collégiens de 6e et 5e, je crois. Alors tout ça avec l'argent du contribuable, évidemment, c'est beaucoup plus sympa. Et ces montres connectées permettaient de savoir si l'enfant avait suffisamment marché, combien d'heures il avait dormi, quelle activité physique il avait fait. On l'encourageait à entrer les données concernant son alimentation, sa pratique sportive, on l'encourageait à dire s'il avait regardé la télé, combien de temps, etc. Ce qui a fait réagir beaucoup de parents, quand même, qui se sont dit, mais on nous flique jusqu'à la maison. C'est-à-dire que l'école donne aux enfants un moyen de savoir combien de temps il a marché, etc. Ça veut dire qu'aussi, au passage, on juge les parents, parce que qui est responsable de l'activité d'un enfant? C'est quand même en grande partie les parents. Et puis, on habitue les enfants à rendre des comptes en permanence. Finalement, le jour où j'ai envie de manger un gros paquet de chips, de ne rien faire et de regarder 3 dessins animés l'après-midi, je me sens coupable parce que je dois rentrer dans ma montre connectée toutes ces informations-là. Alors, soit je me sens coupable, soit je mens. Voilà, ça encourage le mensonge. Soit je dis la vérité, mais je m'expose à des jugements. Qui va se servir de ces données? Alors évidemment, au moment où ils ont fait ça, tout le monde a certifié, c'est le Conseil général de la Sarthe, je crois. Le Conseil général de la Sarthe a certifié qu'aucune de ces données ne serait jamais utilisée pour rien, que c'était juste pour faire attention à l'activité physique des enfants après la période Covid, qu'il y en avait beaucoup qui avaient pris du poids, que c'était inquiétant. Mais après tout, si je prends du poids, c'est mon problème, c'est pas le problème du Conseil général. Moi, ce que je trouve vraiment très fort là dans ce que tu dis, c'est que quelque part, l'enfant dans ces moments-là,
en tant qu'enfant et en tant que enfant, c'est-à-dire en tant que personne qui n'a pas la parole, il a un choix très limité. Il a le choix d'accepter de se comporter comme un objet et pas comme un sujet, c'est-à-dire de se soumettre. Oui. Ou alors, il doit mentir, c'est-à-dire se fractionner intérieurement. Oui. C'est-à-dire cesser d'être unifié. Et à moins qu'il ait une compétence innée incroyable en métacommunication, ce qui n'arrive quasiment jamais, quelque part, c'est vraiment la peste ou le choléra, mais il ne peut pas gagner. Confiance aux adultes qui les entourent, ce que dit la maîtresse ou ce que disent les parents, ces paroles d'évangile, enfin jusqu'à un certain âge évidemment. Oui. Après 13-14 ans, ça change, mais et encore, pas toujours. Globalement, ces enfants se disent, alors ce qui est bon pour moi, c'est de dire, voilà, tout ce que j'ai mangé, combien d'heures j'ai dormi. Moi, je trouve ça très stressant pour ces pauvres enfants. Alors, ça, c'est toujours présenté sous l'angle hygiéniste. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour votre bien. Voilà, effectivement, peut-être que pendant le Covid, en moyenne, les petits Français ont pris 2 kilos. Il ne semble pas que ce soit catastrophique, je ne vois pas des obèses partout dans la rue, mais l'État en profite. Alors voilà, là c'est le Conseil général de la Sarthe, mais c'est quand même une émanation de l'État, c'est le département, en profite pour placer ses pions et voilà. Avec bon, il y a quand même des parents qui se sont posés des questions et qui se sont rebellés. Le Conseil général leur a répondu que c'était un dispositif facultatif. Donc, on donne une montre à chacun, mais tout le monde n'est pas obligé de... On ne doit pas rendre de compte à l'école. Mais je pense que la pression est telle que si on est le seul de la classe à ne pas mettre sa montre et à ne pas la... Et puis, il y a le, comment dire, le fétichisme numérique des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont une montre connectée, ils ont l'impression que c'est une Apple Watch très à la mode. Évidemment, ils trouvent ça formidable, c'est un gadget. Il y a une manière d'appâter le chaland là-dedans qui, moi, mais c'est du soft power, c'est en nudge et en soft power à fond. On dit vous êtes libre. Mais dès qu'on étudie un peu la psychologie derrière, on voit que... Et puis, d'où l'État, le département, se mêle de savoir combien d'heures mes enfants ont dormi. D'où ça sort. Enfin, je ne sais pas si j'ai un enfant qui est insomniaque, c'est mon problème de parent, c'est pas le problème du département. Si j'ai un problème, je vais voir un psy, justement. Donc ça s'immisce inexorablement dans l'intimité de la famille. Oui, avec l'appui des moyens numériques actuels qui sont très à la mode à l'éducation nationale, très à la mode dans tous les services publics de toute façon. Hein. Ça, c'est quand même le pire que j'ai vu récemment. C'est très... j'ai écrit un article là-dessus dans Contrepoint, parce que ça m'avait quand même bien choqué. Mais voilà, mais il n'y a que Contrepoint qui n'a pris. Quand le Figaro ne voulait pas de cette affaire, en fait, ça ne m'intéresse pas. Bon. J'imagine qu'ils n'ont pas intérêt à s'opposer frontalement à l'État et qu'il n'y a que des... Non, mais je crois que c'est pas ça, je crois qu'ils ne voient pas le mal. Pour eux, ça part d'un bon sentiment. Et les bons sentiments, c'est très à la mode, donc ils ne voient pas le problème. C'est toujours utilitariste d'ailleurs comme approche, c'est toujours pour sauver la planète, pour la santé, pour le bien. Oui. On va sacrifier telle chose pour un bien désirable, c'est toujours le même schéma. C'est ce qui me fait dire qu'en fait, là aussi il y a une inversion, c'est qu'on considère aujourd'hui que les élèves, les enfants, les élèves en particulier, puisque moi j'ai affaire à des enfants qui sont des élèves, sont au service de l'État, et que l'État n'est plus au service des élèves. Je pense à l'histoire, enfin à l'idée de M. Macron de demander aux élèves de 6e de reboiser la France. Donc là, on assiste quand même à un grand délire présidentiel. Elle m'avait échappé celle-là, excuse-moi. C'est à la rentrée. À la dernière rentrée. Très bien. Et ce n'est que le début, parce que pour l'instant, c'est les élèves du 6e, et ça doit se séquencer ensuite pendant tout le collège. Et il a fait un savant calcul, donc je ne sais plus combien de dizaines de millions ou de milliards d'arbres il faut replanter pour reboiser la France. Sachant que la France n'a jamais été aussi boisée qu'aujourd'hui. Enfin, depuis le Moyen-Âge, je crois, la France n'a jamais été aussi boisée qu'aujourd'hui. Visiblement, c'est pas suffisant. Donc, il a décidé et alors, c'est une décision présidentielle, c'est pas une loi qu'on fait voter au Parlement, le président a dit que les élèves de 6e iraient chacun planter un arbre. Alors, je n'ai pas réussi à savoir si ça se ferait pendant le temps scolaire. Est-ce qu'on va emmener sa classe de 6e pour aller planter chacun un arbre, je sais pas où, parce que si on est à Paris, on fait comment? Alors, on est obligé de prendre un bus ou alors est-ce qu'on demande à chacun de planter un arbre et de prendre une photo? Voilà. Évidemment. Comment ça va se faire concrètement? Je ne sais même pas si M. Macron le sait lui-même. Mais l'idée, c'était donc de considérer que le reboisement de la France était un problème d'État et que ce problème d'État allait être résolu en partie, puisque j'avais fait le calcul, ça suffisait pas quand même pour remettre autant d'arbres qu'il le souhaitait. Donc, va être résolu en partie par les collégiens français. D'accord. Voilà.
Alors, on ne sait pas si on doit planter des sapins ou des hêtres ou des bouleaux ou des marronniers. On est dans de la com pure, visiblement, et dans une espèce de préparation des cerveaux des jeunes, quoi. On est plus que dans la résolution d'un problème réel. C'est extrêmement choquant d'instrumentaliser les enfants de 10, 11, 12 ans en leur demander d'aller planter des arbres au nom de la France pour sauver la forêt française. Ça m'a immédiatement fait penser aux arbres de la liberté de la Révolution française, avec cette idée toujours de culte un peu païen. Voilà, aujourd'hui c'est la forêt, demain ce sera la mer, ou l'océan, ou les poissons, ou les étoiles. Moi je pense que ce sont, là encore je parle en mon nom propre et je ne veux pas t'associer à ça, mais moi je pense qu'il s'agit en effet de faire des rites et de préparer spirituellement une génération entière à vénérer Gaïa. Enfin on est complètement là-dedans. Oui, c'est possible. Voilà, si tu évoques les francs-maçons, il y a effectivement... Moi, je les évoque. Oui. Sans problème. On dit, moi je n'ai pas de preuve de ça, mais on dit qu'il y a beaucoup de francs-maçons à l'éducation nationale. Ah ben moi j'ai les éléments. C'est une rumeur urbaine. Moi j'ai les éléments et il n'y a pas de problème avec ça. C'est clairement... En tout cas, moi je déplore que ces religions-là... Je ne veux pas du tout rétablir la religion chrétienne à l'école, c'est pas mon problème. Je pense que les écoles doivent être libres. On doit pouvoir proposer des écoles chrétiennes aux petits chrétiens s'ils le souhaitent, et des écoles aconfessionnelles à ceux qui ne le souhaitent pas. Mais il me semble que l'école n'est pas le lieu de rite, quel qu'il soit. Voilà. Et c'est le problème de la laïcité, c'est qu'en fait la laïcité n'est pas l'absence de religion, c'est la religion de la République. Donc on essaie de créer un espace vide là où on n'y arrive pas, puisqu'on est des êtres où on a besoin de quelque chose à un moment donné. Le problème, c'est de l'imposer à tous, parce que dans ce système monopolistique, une fois que tu as payé tes impôts, que tu dois scolariser tes enfants, si tu veux les sortir de ce système-là, tu n'as même plus le choix de les mettre dans des écoles privées sous contrat catholiques, parce que dans leur grande majorité aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, parce que c'est là que je travaille, dans leur grande majorité, elles sont un public bis. Alors, il y en a quelques-unes qui échappent à cette règle, et encore une fois, il y a un grand nombre d'enseignants qui n'appliquent pas ce qu'on leur demande, qui ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Donc, il y a quand même des élèves, heureusement, qui échappent à tout ça. Mais c'est finalement dépendant de la volonté de chaque enseignant, que chaque enseignant résiste pour que ça ne se produise pas. Et finalement, une fois que tu as payé tes impôts, qui sont donc redistribués à l'éducation nationale pour une grande partie, pour faire fonctionner un système centralisé avec des fonctionnaires, une administration pléthorique. Si tu veux sortir tes enfants de ce système-là, il faut double payer. Donc tu payes une école privée que j'appelle moi libre, qu'on appelle d'habitude hors contrat. Il y en a qui arrivent à fonctionner avec des systèmes de mécénat, des fondations, mais pour celles qui facturent, on va dire, la totalité du c'est 5, 6, 7 000 euros par an. Et puis en plus, là, il y a eu une offensive cette année contre les écoles hors contrat qui a été sans précédent. Ça date pas de cette année. C'était la rentrée d'avant, non Alors, il y a eu plusieurs offensives. Contre les écoles démocratiques, etc., que je connais un peu, il y en a plein qui ont fermé en masse, parce que l'État leur a mis la pression. Les inspections de ces écoles-là sont souvent beaucoup plus violentes et beaucoup plus à charge que les inspections dans les écoles publiques et dans les écoles privées sous contrat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a 3 ans, deux lois sont passées quasiment en même temps, l'obligation de scolarisation, on va dire, à 3 ans, et l'interdiction de fait de l'instruction en famille. Ça, c'est sans précédent, ça. C'est-à-dire que, surtout, c'est contre tous les textes internationaux qu'on a signés. Parce que normalement, dans tous ces textes-là, on explique bien que ce sont les parents qui éduquent leurs enfants et qu'ils ont le choix de l'éducation qu'ils veulent leur donner. Mais l'instruction en famille est passée d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation, avec 4 chefs d'autorisation. Il faut que l'enfant soit harcelé, que l'enfant soit handicapé, etc. Il y a un 4e chef qui est un peu plus vague, où tous les parents se servent pour demander l'autorisation d'instruire leurs enfants en famille. En gros, en moyenne, en France, quand on va au tribunal, parce qu'en gros, c'est refusé à 40 ou 50%, c'est la loterie. Donc il faut faire une demande au rectorat, il faut faire une demande à la préfecture, etc. Quand c'est refusé, on peut aller devant un tribunal administratif. Il y a des départements où il y a 100% de refus au tribunal administratif. C'est évidemment politiquement très coloré. C'est-à-dire que si on se retrouve, à Toulouse, c'est 100% de refus. Si on se retrouve en Bretagne, c'est beaucoup moins de refus. Donc c'est parfaitement injuste. Parce que c'est vraiment, localisé. Dépendant du tribunal.
C'est ça. Donc ces deux mesures prises quasiment en même temps ont fait que des tas de parents par conviction, se sont dit mais nous on ne peut pas envoyer notre enfant de 3 ans à l'école. On voulait l'instruire à la maison jusqu'à ce qu'il ait 6, 7, 8 ans. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'instruire leurs enfants à la maison, ils ont créé une école. Oui. À partir du moment où je prends, moi en tant que mère de famille, un autre enfant que mes fils en classe pour leur enseigner quelque chose, ça fait une école. C'est une école de fait. C'est une école. Il faut que je la déclare, il faut que j'explique comment elle fonctionne, il faut que je me soumette aux inspections. De fait, quand tu fais ça, il y a 9 chances sur 10 pour que tu sois pas conforme à ce que demande l'éducation nationale quand elle fait une inspection, c'est-à-dire des normes de sécurité, d'hygiène, etc. C'est sûr que dans ma cuisine, parfois, il peut traîner un bout de pain il y a des petits-enfants. C'est très facile de faire fermer une école comme ça. D'autant qu'ils débarquent, moi j'ai des exemples, des gens qui m'ont raconté des inspections qui se passaient dans des écoles pour des élèves qu'on appelle neuroatypiques, des enfants qui sont vraiment avec des handicaps très lourds, qui ont, je sais pas quoi, une ergothérapeute, une musicothérapeute, un art thérapeute, et je sais pas quoi. Et là, ils voient débarquer, donc dans des écoles où il y a 15 ou 20 élèves, ils voient débarquer 12 inspecteurs habillés en noir, costard cravate, c'est Men in Black. Là où d'habitude on est inspecté, moi quand je suis inspectée, c'est en général par une inspectrice un peu gitane, avec les cheveux rouges, directement sortie de mai 68. Là, on se retrouve avec des inspections qui sont à charge, qui sont faites par des gens qui arrivent en nombre, et qui sont très à cheval sur finalement des détails. Il m'est arrivé qu'on me raconte, c'est fréquent, on isole des enfants pour leur faire pour dire... les cuisiner un petit peu. Voilà, pour leur faire dire, mais est-ce qu'on te parle de Dieu à l'école? Comment est-ce qu'on te parle de Dieu à l'école? Et ça. On va pas leur demander si on parle justement d'éducation sexuelle, dans ça, on n'a pas de problème. Mais parler de Dieu, c'est embêtant. Oui, alors est-ce que tu as des cours de catéchisme? Alors, évidemment, de fil en aiguille, peut-être que l'élève va dire oui, alors on m'a parlé de Dieu hier, puis on m'a peut-être parlé de Dieu avant-hier, vous faites trop de catéchisme, ça n'est plus du caractère propre, etc. C'est assez facile de faire fermer une école hors contrat. Cela dit, il y en a quand même une centaine qui se créent chaque année en France. C'est beaucoup. Et c'est croissant. C'est un nombre croissant. Parce que, justement, moi, dans mon intérêt pour les systèmes d'écoles démocratiques, j'avais été surpris, il y a quelques années, effectivement, de voir la courbe du nombre d'écoles. Ça poussait comme des champignons. Et moi, je m'en réjouissais qu'il y ait une alternative, mais... En plus, avec un changement de nature. Oui. Parce qu'il y a quelques années, il y a 10-15 ans, c'était plutôt des écoles confessionnelles. Tout à fait. Très chrétiennes, très catholiques, avec un engagement très fort dans la religion. Aujourd'hui, c'est plutôt des écoles aconfessionnelles, avec des pédagogies parfois classiques, juste transmissives. C'est juste des parents qui ne veulent plus voir leurs enfants malmenés par l'éducation nationale. Ou des pédagogies alternatives, type Montessori, Steiner, etc., école démocratique, Forest School, ce genre de choses. Sur les 100 qui se créent chaque année, ou les 120 qui se créent chaque année, évidemment, il y en a qui ne survivent pas. Il y en a quand même un certain nombre qui s'en sortent très bien, et moi j'ai plein d'exemples autour de moi de gens qui ont créé des écoles il y a 5 ans avec 15 élèves, et qui aujourd'hui en ont 100, 150, ou dans le nord de la France, Madame Candelier a créé une école, je crois, avec une trentaine d'élèves, ils sont 350 aujourd'hui, ils ont un logo, une devise, on dirait un collège anglais, enfin, ça marche très bien, ça marche très très bien. Mais parce que ce sont des gens qui savent pourquoi ils sont là, ce qu'ils ont à donner aux enfants, le projet éducatif est très clair, donc, tu adhères pas. Si tu mets tes enfants là, tu sais très bien vers quoi on les emmène. Voilà, alors chez Madame Candelier en particulier, c'est très transmissif, très classique, avec une pédagogie qui ressemble à celle du début du XXe siècle. Il y a plein de parents qui adorent ça, pourquoi pas. Il y a effectivement les écoles démocratiques, il y a les écoles Steiner, les écoles Montessori, qui fonctionnent bien pour les petits. Montessori, c'est pas mal quand on est à la maternelle. Moi, je pense qu'il faut laisser vivre tout ça. Les parents sont pas stupides et ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc si ça se passe mal, les écoles ferment. Oui, de toute façon, on retrouve l'intelligence du libre marché par rapport à une approche jacobine. Bon, ça, c'est... Et tous les moyens sont disponibles pour faire fermer une école qui serait, je sais pas quoi, qui prônerait le djihad ou je sais pas quoi. Là, on parle d'ordre public. Donc quand un lieu, quel qu'il soit, une école, une association, peu importe, ne respecte pas l'ordre public, il y a tous les moyens légaux pour la faire fermer. Donc moi je pense qu'il faut laisser vivre ces initiatives-là. Mais en fait, quand je dis ça, je ne dis rien. Ce qu'il faudrait, c'est leur permettre de vivre financièrement. C'est pour ça que je prône au moins la défiscalisation des écoles privées, des frais de scolarité en école privée, et
au mieux l'existence d'un chèque éducation ou d'un bon qui permettrait de choisir l'école de son choix. Oui, parce que c'est vrai que le fait de devoir payer deux fois, une fois via les impôts et une fois via les frais directs comme ça tue toute initiative dans l'œuf. Enfin, c'est absolument. Ça, les gens qui créent des écoles privées des écoles privées hors contrat, passent leur temps à courir après l'argent pour ne pas obliger les parents à le faire. Mais c'est terrible parce que très souvent, ce système d'impôt et de redistribution se veut être pour le bénéfice des plus pauvres. Or, en pratique, ça fait que seuls les plus riches pourront mettre leurs enfants dans des écoles qui correspondent à leurs valeurs. Donc oui, parce que en plus le système de redistribution dont tu parles, il est couplé avec le système de la carte scolaire. Donc tu peux pas choisir l'école de tes enfants. Si tu veux les mettre dans l'école publique, il faut que tu acceptes de les mettre dans l'école publique dans laquelle on met tes enfants. Un fonctionnaire un jour a décidé de dessiner la carte scolaire comme ça. T'as pas de chance, t'es là, tu mets tes mots ici. Le problème de ça, c'est que il y a pas très longtemps, il y a je dirais 2 ans, il y a une dame, je sais pas si tu te souviens, une dame maghrébine, voilée, sans doute musulmane, en tout cas on avait l'aspect, qui a interpellé Monsieur Macron en lui disant Monsieur, je suis un peu perturbée parce que mon fils me demande si Pierre est un vrai prénom ou si ça n'existe que dans les contes. Et sous-entendu, quand je le mets à l'école d'en bas, il n'y a que des petits maghrébins, on est entre nous, et moi j'aimerais bien que mon fils soit mélangé avec des enfants d'origine française qui ont des prénoms français. Et cette dame, en fait, n'a sans doute pas les moyens, parce que peut-être qu'elle a ce petit garçon-là a peut-être 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. En tout cas, elle n'a pas les moyens de se payer une école privée à 3 km pour mettre son enfant et qu'enfin il rencontre des petits Pierres. Et donc, comme elle est tankée par la carte scolaire à mettre son enfant en bas de chez elle, elle se retrouve avec tous les enfants du quartier. Et les ghettos existent en France, et encore une fois, le réel est là, on peut faire ce qu'on veut, on peut subventionner ce qu'on veut, les gens, de toute façon, les gens qui en ont les moyens, même s'ils vivent dans des quartiers comme ça, eux n'ont pas de problème. Prendre une adresse, eux n'ont pas de problème. Ils se prennent une boîte aux lettres ailleurs pour pouvoir scolariser leurs enfants dans des bons lycées parisiens, etc. On a vu suffisamment de ministres du gouvernement qui avaient fait des déclarations comme quoi, machin, et puis leurs enfants étaient dans une école privée. Là, bon, ça c'est complètement classique. Évidemment, les salaires sont pas les payés. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main ceux qui mettent leurs enfants dans le public. Et alors, quand c'est dans le public, c'est dans le public du 5e arrondissement. Donc ils ne prennent pas un grand risque non plus avec la mixité sociale ou religieuse. Mais donc c'est pour ça que je pense que pour laisser vivre ces écoles qui font une saine concurrence à l'éducation nationale, et là j'ai des exemples très concrets de cette concurrence qui provoque l'amélioration de l'éducation nationale, parce que en fait moi ce que je souhaite c'est pas pulvériser le système, je suis pas une révolutionnaire, c'est juste l'ouvrir un petit peu. Oui, je veux pas mettre la tête des gens sur une pique, ni retrouver la mienne sur une pique d'ailleurs au passage. Moi ce que je voudrais c'est juste qu'on permette à ces écoles de vivre à côté d'un système public et que les gens aient vraiment un choix financier égalitaire, équitable. Il y a, dans tous ces exemples, je connais bien un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Noëllac, qui a créé, qui est le fondateur d'une fondation, c'est pas très joli, mais en bref, il a créé une fondation qui s'appelle Excellence Ruralité, en se disant, bon d'accord, on parle beaucoup des banlieues, moi je voudrais parler des campagnes. Alors les campagnes françaises, il y a des endroits où il n'y a plus d'école, c'est vraiment le désert, il n'y a plus rien, il n'y a plus de service public, mais il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Et donc il est allé installer sa première école pilote dans un village qui s'appelle La Fère, qui est dans l'Aisne, qui est vraiment un village déshérité, on va dire, il y a vraiment plus grand chose. Il a acheté un vieux Lidl dans lequel il a mis donc son bureau et le réfectoire. Ensuite, sur le parking du Lidl, il a mis des Algeco pour faire les classes. Et il a créé le premier micro-collège contre le décrochage scolaire en France. C'est-à-dire qu'il est allé chercher tous les rebuts de l'école, les gamins qui se sont fait virer, les gamins qui ne voulaient plus y aller parce qu'ils étaient en phobie scolaire, harcelés, scarifiés, etc. Il a créé une école il a commencé par un collège avec, je dirais, une quinzaine d'élèves. C'était il y a 5 ans ou 6 ans. Uniforme, blouse. Dans les Algeco, moi je suis allée visiter, il n'y a pas grand chose au mur, mais il y a les cartes de France, il y a des frises chronologiques, et il y a les poèmes qu'on est en train d'étudier dans la classe, etc. Puis quelques règles d'orthographe. Voilà, c'est très simple, l'affichage est très simple, etc. Les enfants n'ont pas tellement de devoirs à la maison, mais ils peuvent participer avec les enseignants à, réparer les étagères, ils sont responsables de balayer la cantine. Voilà, c'est un peu à l'ancienne.
son école a très bien fonctionné à tel point que des parents, moi j'ai croisé des parents sur le parking qui pleuraient d'émotion d'avoir enfin trouvé un endroit où leurs enfants étaient bien. J'ai vu une maman pleurer en me racontant la rescolarisation de sa fille. Aujourd'hui, ils doivent être 90 ou 100 élèves dans cette école. Là où c'est rigolo, c'est que 2 ans ou 3 ans après l'ouverture de ce premier micro-collège contre le décrochage scolaire, l'Éducation nationale est venue installer le deuxième micro-collège contre le décrochage scolaire à La Fère, dans l'Aisne, à 2 rues de Jean-Baptiste, enfin de l'école de Jean-Baptiste. D'accord. Et donc, il me raconte ça en me disant, bah, tu comprends, je suis un peu énervée parce qu'il me faut une concurrence. Je lui dis, mais c'est la consécration. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout copié. Et donc, c'est l'Éducation nationale qui a copié l'école privée. Je trouve ça formidable. C'est ça qu'on veut. Si ça fonctionne, c'est ça qu'on veut. C'est de la concurrence. C'est la preuve que ça marche. Oui, et c'est déjà génial qu'un système centralisé et aussi lent que l'Éducation nationale soit déjà capable de prendre un feedback pour copier. C'est déjà une capacité à prendre un feedback là, qui est largement... pris une claque. Oui, je te crois Parce que volontiers. c'était des enfants qui n'étaient plus à l'école du tout, qui étaient à la maison et qui ne voulaient plus y aller. Hein. Donc, et là, du jour au lendemain, c'est sans doute exagéré, mais en quelques semaines, en quelques mois, il leur a remis le pied à l'étrier et c'est des enfants qui se sont remis à étudier. Alors depuis, il a ouvert l'école primaire. Voilà. Et j'ai un autre exemple dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, une école bilingue. Pour le coup, alors c'est pas tout à fait le même public, c'est plutôt des élèves de familles, pour le dire dans un langage marxiste, favorisés. Donc c'est une école dans laquelle on parle, la moitié de la journée on parle français, l'autre moitié anglais, et ce sont des natifs qui enseignent l'anglais, etc. Ça fonctionne tellement bien que la même année, il y a 4 élèves qui ont quitté la même classe de la même école dans le centre d'Aix-en-Provence pour aller s'inscrire dans cette école bilingue qui est en fond des collines, il faut rouler un quart d'heure depuis Aix, etc. Le directeur de l'école publique, dont 4 élèves ont disparu du jour au lendemain, est allé voir la maîtresse en disant « Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous leur avez fait pour qu'ils s'en aillent ?» Elle a dit « Mais moi, j'ai rien fait, c'est juste qu'il y a une concurrence là à côté, ils font tout en anglais et en français, ils sortent de là et en CM2, ils sont bilingues, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Ben, total, à l'école publique d'Aix-en-Provence aujourd'hui, on est bilingue. Moi, je trouve ça formidable. Parce que c'est la preuve que la concurrence est positive. Il ne s'agit pas d'enfoncer la tête des gens, il s'agit de leur dire, regardez, ça marche, et faites mieux à la rigueur, hein, faites peut-être trilingue, ce sera encore mieux. Mais du coup, là, on est vraiment centré sur l'intérêt des enfants et pas sur d'autres visions, d'autres secret agenda moins avouables que tu as évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Bon. Autre chose dont tu avais envie de nous parler? Là, je vois pas comme ça. Je pense que le message principal pour moi, c'est la réforme ne viendra pas d'en haut. Elle viendra d'en bas. Elle viendra de parents, d'anciens enseignants qui n'en peuvent plus de ne pas pouvoir faire leur métier. Et pour que cette réforme, c'est peut-être même une révolution, puisse se produire, il n'est pas nécessaire de faire une grande révolution politique ou de prendre des grandes mesures en faisant des grands moulinets avec les bras quand on est ministre. Il faut changer une ligne dans la loi qui permet de financer les écoles privées avec de l'argent public. Finalement, que l'argent public soit fléché par les parents et pas par l'État. Que ce soit le choix des parents et pas celui de l'État. Du coup, qu'il soit plus public, en fait. C'est quand même de l'argent public, parce que c'est quand même de l'argent public, puisque même des gens qui n'ont pas d'enfants cotisent, payent leurs impôts. Donc finalement, c'est l'argent de tous les Français qui est affecté à l'instruction des enfants. Mais je pense que ça doit exister, mais enfin, il doit y avoir très peu de Français qui ne se sentent pas concernés par l'instruction des petits-enfants, même si eux-mêmes n'en ont plus ou n'en ont jamais eu. Je pense que il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps, je dirais il y a 3-4 mois, c'est l'IFOP qui a fait ça, à la demande d'une fondation justement, la fondation Kairos, qui s'occupe aussi de liberté scolaire. En gros, il y avait une question sur la mixité, une question sur la réussite scolaire. La question était, est-ce que vous pensez encore que l'État peut faire réussir les enfants? Alors, la réponse est massivement non. Est-ce que l'État peut encore s'occuper de mixité scolaire? Non. Et il y avait une des réponses, je ne sais plus comment était posée la question, mais en gros, les gens disaient à 56% des Français, on ne demande pas aux parents, et si on demandait aux parents, je pense que ce serait beaucoup plus,
56% des Français disent qu'ils souhaiteraient que l'État finance les écoles, quel que soit leur statut, public, privé, sous contrat, hors contrat, et supprime la carte scolaire. 56%, c'est une large majorité des Français, et je pense que si on posait la question aux parents, ce serait plutôt 80%. Alors, la question a été posée par le Figaro, mais c'est un peu ancien, ça a une dizaine d'années, et quand on demandait aux parents il y a une dizaine d'années, c'était 80%. Donc, je pense que c'est plutôt plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, où on fait des initiations à la sodomie chevaline en CE1, ça, probablement qu'il y aura encore plus de jeunes. Je suis pas au courant. Ok, bah donc en tout cas merci Lisa. Donc voilà, je remets ton livre quand même. Voilà, La Grande Garderie. Voilà, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Merci pour cet entretien, merci pour nous faire remonter comme ça, parce que moi l'école ça commence à faire il y a longtemps, surtout l'école primaire. Mais quand même. Donc il est pas si vieux. Ça commence à faire, je t'assure. Et voilà, et moi j'ignorais complètement qu'on en était à ce niveau-là d'endoctrinement fait par les plus jeunes, fait par les lycéens, aux collégiens, etc. Je trouve ça complètement... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très actifs. Alors évidemment, il y a, encore une fois, je le redis parce que je ne veux pas faire du prof bashing, on accuse souvent de ça. Il y a un grand nombre d'enseignants qui font bien leur métier, qui sont attachés à l'instruction, au savoir, aux connaissances. C'est une certitude. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très actifs, très activistes. Voilà. Moi, je termine là-dessus. Tiens, si vous peut-être vous travaillez à l'éducation nationale, ou peut-être vous avez la réponse, peut-être toi d'ailleurs tu vas l'avoir, tu me diras. Je serais très curieux de savoir d'où vient cette idée de faire enseigner au 5e par des lycéens. Je sais pas pourquoi, c'est une pure intuition, mais moi je reconnais une patte qui est une petite patte McKinsey dans la manière de savoir utiliser la psychologie sociale, tu vois, de manière très très simple ça. Peut-être que c'est un hasard, je ne sais pas, je ne prétends pas le savoir, mais si vous le savez, ça m'intéresserait de lire ça en commentaire. Voilà. Merci Lisa. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, petit pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut Internet.